Il était une fois deux nations qui dominaient outrageusement l'économie mondiale. Deux puissances militaires de premier rang, également championnes du soft power. L'une, leader de l'Occident, première démocratie au monde, le concept de liberté individuelle chevillé au corps, terre de pionniers, d'opportunités et paradis de l'entrepreneuriat. L'autre, civilisation très ancienne, façonnée par le confucianisme, le taoïsme ou le bouddhisme, longtemps dirigée par des dynasties successives d'empereurs. Une nation désormais autoritaire, mais qui, pragmatique, a su troquer économie planifiée pour économie socialiste de marché, afin de se moderniser et de rattraper son retard sur les puissances occidentales. Deux titans, chacun pourvu d'un territoire gigantesque que tout oppose, mais qui par la force des choses apprennent à cohabiter depuis plus de 70 ans et à se partager notre planète. Ou depuis peu, le cosmos. Deux pays rivaux qui se jaugent, confrontant leurs modèles économiques et leur vision du monde, perpétuellement en lutte pour occuper ou garder la place de première puissance mondiale. Mais dépendants technologiquement et économiquement l'un de l'autre. Découvrons maintenant quelles sont les conséquences de ce conflit commercial à grande échelle pour leurs économies respectives et pour les autres économies. Existerait-il une alternative pour nous, Européens, au « vous êtes avec nous ou contre nous » formule manichéenne chère à George W. Bush. Aujourd'hui, nous vous racontons la guerre économique bien réelle qui sévit entre les États-Unis et la Chine. Et comme il n'existe aucun embargo pour regarder Money Radar, pensez à liker cette vidéo et à la partager, ainsi qu'à vous abonner pour ne plus manquer aucune actu et analyse. Bienvenue sur Money Radar. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Le titre de cet essai d'Alain Perfit, paru en 1973, donnait le ton. Un sentiment que tous les pays du globe partagent désormais puisque la Chine s'est bel et bien éveillée, au point d'effrayer son principal rival, les États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale, juste devant la Chine. Mais pour combien de temps encore ? Pourtant, la Chine, communiste, est encore une jeune nation. Peu après la fondation de la République populaire de Chine en 1949, l'armée américaine a pris part à la guerre de Corée de 1950 à 1953. Le but des États-Unis ? Faire triompher le sud de la Corée, capitaliste, contre sa sœur ennemie du Nord, envahisseuse, mais surtout communiste, soutenue par la Chine et l'URSS. Vous connaissez sans doute la suite. Statu quo, une Corée divisée en deux au niveau du 38e parallèle nord. Après ce conflit et de longues années de déni mutuel, les relations entre les deux pays commencèrent à se réchauffer. D'abord, en 1972, par une visite du président américain Richard Nixon à son homologue chinois Mao Zedong. Puis, à Washington cette fois, Deng Xiaoping, successeur de Mao Zedong, et le président américain Jimmy Carter établirent le 31 janvier 1979 les bases des relations diplomatiques entre les États-Unis et la République populaire de Chine. Avec au menu la reconnaissance par les États-Unis de Taïwan comme partie intégrante de la République populaire de Chine. En clair, devant être rattaché un beau jour à cette dernière. Deng Xiaoping lança des réformes d'ampleur. Sous sa présidence, l'accélération économique fut considérable. La Chine devint l'atelier du monde, fabriquant notamment pour les États-Unis. Sous la houlette de Jiang Zemin et Hu Jintao, successeurs de Deng Xiaoping, le pays a poursuivi son essor économique et sa modernisation, jusqu'à devenir membre de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 2001, premier exportateur mondial en 2009 et deuxième puissance mondiale en 2010, détrônant le Japon. En 2022, le produit intérieur brut des États-Unis s'élevait à 24 796 milliards de dollars, talonné par la Chine, solidement installée sur la deuxième marche du podium mondial avec un PIB de 18 460 milliards. Résolument rivaux, beaucoup d'économistes estiment toutefois que les deux premières puissances de notre planète sont condamnées à s'entendre. La Chine détient un nombre considérable de bons du Trésor américain, au point d'en faire le deuxième créancier étranger des États-Unis. Quant aux États-Unis, ils fournissent énormément de denrées agricoles à la Chine. Enfin, les deux pays sont interdépendants industriellement. Les États-Unis ont besoin de biens fabriqués par l'Empire du Milieu, quand la Chine a besoin de matériaux, de produits technologiques ou de matières premières provenant de chez l'oncle Sam. L'avènement de deux hommes politiques va mettre à mal ce fragile mariage de raison. À ma gauche, Xi Jinping, président de la République populaire de Chine depuis 2013. À ma droite, Donald Trump, vainqueur de l'élection présidentielle américaine en 2016, chantre du « Make America Great Again », mantra prônant de rendre à l'Amérique sa grandeur passée, laquelle passe à ses yeux par une mise au pas de la Chine. Sous l'impulsion de Xi Jinping, la Chine favorise les entreprises chinoises, puisque 80% des produits consommés en Chine y seraient fabriqués, un phénomène particulièrement flagrant pour l'attribution de marchés publics. D'autre part, l'implantation d'entreprises étrangères sur le sol chinois est conditionnée à un transfert de leur technologie au profit de Pékin.
L'objectif avoué de Xi ? Faire de son pays la première puissance mondiale à l'horizon 2049 afin de célébrer dignement le centenaire de la République populaire de Chine. Mais Donald Trump, soucieux de protéger le marché américain et d'enrayer le transfert de technologies chinois, multiplie les critiques à l'encontre de la Chine. Bref, Donald souhaite empêcher la Chine de devenir la première puissance économique mondiale quand Xi Jinping souhaite exactement l'inverse. Cette escalade opposant ces impétueux personnages ne pouvait mener qu'à une guerre économique. Tout commence par des reproches du président Trump à propos de la balance commerciale entre les deux pays, laquelle avantage la Chine puisque celle-ci exporte nettement plus ses produits vers les États-Unis que l'inverse. Trump critique également la dévaluation artificielle du yuan par Pékin afin de favoriser fournisseurs et exportations chinois. Chez les républicains comme chez les démocrates américains, de nombreuses voix s'élèvent, trouvant anormal que la Chine, qui privilégie outrageusement ses entreprises, soit passée experte dans la pratique du dumping, c'est-à-dire la vente d'un produit à un prix inférieur au prix de revient, pour éliminer la concurrence. Ou encore l'achat à tour de bras des entreprises américaines, surtout quand elles sont synonymes de nouvelles technologies et de brevets tombant dans l'escarcelle de Pékin. Enfin, ils accusent la Chine de violer les droits internationaux à la propriété intellectuelle. En d'autres termes, la Chine menace dangereusement l'autonomie économique et technologique américaine. À Washington, la coupe est pleine. Trump lance donc les hostilités en 2018. Le 22 décembre, les États-Unis instaurent des taxes douanières sur les panneaux solaires et les machines à laver chinoises. Puis, il taxe à 25% l'acier importé, conscient que la Chine en est le premier exportateur mondial, et à 10% l'aluminium. Puis, le 22 mars, l'administration Trump étend les taxes douanières à 1300 produits chinois. Pékin réplique dès le 23 mars et annonce taxer 128 produits américains, comme la viande de porc, avec une taxation variant entre 15% et 25% en fonction des produits. À partir de cette période, États-Unis et Chine vont s'échanger des amabilités à coups de droits de douane et d'embargo, série en cours. Mais le point d'orgue de cet affrontement commercial est sans conteste l'affaire Huawei, entreprise chinoise, vécue comme un affront par Pékin. Pour bien comprendre la situation, un rappel s'impose. L'arrangement de Wassenaar, signé en 1996 par 33 pays, dont les États-Unis, a introduit la notion de bien technologique à double usage. Ce terme désigne un bien technologique utilisé à des fins civiles, mais dont l'usage peut être détourné à des fins militaires ou terroristes. Ils deviennent alors un enjeu national. C'est notamment le cas des puces électroniques. Concrètement, il faut bénéficier d'une autorisation américaine pour fabriquer des puces, ou alors les acheter sur le territoire américain. Une situation qui mécontente fortement la Chine, laquelle cherche à s'affranchir de cette tutelle technologique américaine. En se fondant sur l'arrangement de Wassenaar, l'administration Trump annonce le 15 mai 2019 placer Huawei sur l'Entity List. L'Entity List désigne un ensemble de sanctions prises par le département du commerce des États-Unis à l'encontre d'entreprises, de personnes ou d'organisations étrangères. Par conséquent, Huawei est interdite de vendre des équipements de réseau aux États-Unis, comme il est interdit aux groupes américains de commercer avec cette entreprise. Dès lors, des mastodontes comme Google, Intel, Microsoft, Qualcomm ou Broadcom suspendent leurs relations commerciales avec l'entreprise chinoise. Et l'élection de Joe Biden à la place de Trump en 2020 ne change pas la donne. En mars 2021, la Commission fédérale des communications, ou FCC, classe Huawei, ZTE, Itera, Hikvision et Dahua Technologies sur une liste noire d'entreprises faisant peser un risque inacceptable pour la sécurité nationale américaine. Enfin, en novembre 2022, c'est le coup de grâce. La FCC interdit à plusieurs entreprises chinoises, dont Huawei et ZTE, de vendre leurs produits aux États-Unis. Motif invoqué, ces entreprises espionneraient pour le compte du Parti communiste chinois. Quelles sont les conséquences sur les consommateurs chinois ou américains ? Selon l'Institut Montaigne, plusieurs industriels américains sont impactés par cette guerre froide économique, notamment les agriculteurs, comme les producteurs de soja, les petites entreprises qui dépendent des matières premières chinoises, et dans une moindre mesure, les consommateurs américains, car les entreprises américaines répercutent l'augmentation des droits de douane sur leurs prix de vente finaux. Toujours selon l'Institut Montaigne, même l'empire du milieu des affaires subit les conséquences de cette guerre douanière qui freine ses exportations, ses investissements manufacturés et les ventes de détail. Néanmoins, les vendeurs chinois ont peu baissé leurs prix et ont préféré perdre des parts du marché américain. En 2021, le Rhodium Group et le Comité national des relations entre les États-Unis et la Chine, en se basant sur les données de l'année 2020, ont estimé que les investissements directs entre les deux pays atteignent 15,9 milliards de dollars, soit moins d'un quart des investissements de 2016 qui se chiffraient à 70 milliards de dollars. Les investissements américains en Chine atteignent 8,7 milliards de dollars, soit un tiers de moins entre 2019 et 2020, le plus bas niveau jamais atteint depuis 2004. Quant aux investissements chinois aux États-Unis, ils s'élèvent à 7,2 milliards de dollars en 2020. Toutefois, malgré des ventes importantes de parts de dette américaine depuis le début de cette guerre commerciale, la Chine reste le deuxième créancier des États-Unis. 967,8 milliards de dollars d'emprunts américains en août 2022.
Quel impact pour les autres pays et les entreprises? La guerre commerciale USA versus China fait des victimes collatérales. C'est notamment le cas du Canada depuis l'affaire Huawei, qui a débouché à la demande de Washington sur l'arrestation en territoire canadien de Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei. Avec, pour mesure de rétorsion, l'emprisonnement par Pékin de 2 ressortissants canadiens. Conséquence, un net refroidissement des relations diplomatiques entre Chine et Canada, renforcé par des ingérences chinoises dans la vie politique canadienne. La vice-première ministre canadienne, Chrystia Freeland, a même souligné l'intérêt qu'auraient les démocraties à renforcer leurs chaînes d'approvisionnement respectives pour s'affranchir de l'influence des régimes autoritaires, principalement chinois et russes. Sous la pression américaine, le Canada a banni Huawei de son réseau 5G national, tout comme certains pays membres des Five Eyes, un accord sur le renseignement tel que le Royaume-Uni ou la Nouvelle-Zélande. En clair, choisissez votre camp, sous peine que nous, États-Unis, remettions en cause cet accord Five Eyes. Dans les pays asiatiques, certaines entreprises délocalisent leur production de Chine vers l'Inde et le Vietnam, comme Foxconn, assembleur d'Apple en Chine. Les économies vietnamiennes ou taïwanaises profitent allègrement de cette guerre commerciale. Quant aux entreprises américaines présentes en Chine, plus de 40% d'entre elles ont ou envisagent prochainement de délocaliser leur production en Asie du Sud-Est et au Mexique. Outre les barrières douanières imposées aux entreprises américaines, les problèmes de transfert de technologie ou la gestion calamiteuse du Covid-19 incitent ces sociétés à quitter la Chine. Côté européen, cette guerre commerciale a été plutôt positive. L'Europe a augmenté ses ventes vers la Chine et les États-Unis dans une proportion presque équivalente à la chute des exportations américaines vers la Chine. Toutefois, si ce conflit commercial sino-américain s'inscrivait dans le temps, il pourrait handicaper l'économie européenne car la dévaluation durable du yuan et du dollar ferait grimper l'euro. Elle impacterait donc négativement les exportations de produits européens, déjà fortement touchés par la guerre ukrainienne et la forte inflation. À l'instar du Canada, d'autres pays commencent à reconsidérer leur approche diplomatique vis-à-vis de Pékin. Le statu quo de Paris vis-à-vis de Pékin et de Taipei, la capitale de Taïwan, irrite la Chine. Les relations Union européenne-Chine se refroidissent, notamment à cause de la question des droits de l'homme, sur des sujets comme Hong Kong et les Ouïghours. Mais également à cause du blocage des exports chinois vers l'Union européenne après l'ouverture d'un bureau de représentation de Taïwan à Vilnius, du Due Diligence Act ou encore du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne qui devrait pénaliser les importations chinoises. Cependant, la Chine dépend beaucoup des agricultures américaines et européennes pour nourrir sa population de 1,4 milliard d'individus. Elle ne peut donc pas entrer en conflit ouvert. Enfin, du moins pas pour l'instant. Mais bien qu'affaiblie par cette guerre commerciale et la crise du Covid-19, la Chine dispose encore de solides atouts pour ne pas trop dépendre des États-Unis ou de l'Union européenne. Une demande intérieure forte, d'autant plus avec l'allègement des mesures sanitaires du Covid-19, la route de la soie, véritable boulevard commercial pour écouler des produits made in China, le partenariat Chine-Afrique, le yuan est de plus en plus utilisé dans les échanges commerciaux ou comme monnaie de réserve. Et enfin, en septembre 2020, l'OMC a dénoncé comme contraire au droit du commerce international les droits de douane mis en place par les États-Unis contre la Chine. Mais ce qui constitue sans doute l'atout numéro 1 de la Chine reste la dépendance des autres pays aux terres rares. Il s'agit de 17 minéraux stratégiques utilisés pour la fabrication d'objets de haute technologie. Lampes LED, puces de smartphone, batteries de voitures électriques, panneaux photovoltaïques, une très longue liste. Et quel est le pays qui dispose de la plus grande concentration de terres rares ? Vous vous en doutez, c'est la Chine, qui jouit d'un quasi-monopole pour la production mondiale de terres rares. En plus d'en être le premier producteur mondial, elle les raffine à hauteur de 90%. Une situation qui n'échappe pas aux États-Unis, qui relancent leur production de terres rares afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine qui les menace d'embargo. La seule mine de terres rares a réouvert à Mountain Pass en 2018, qui produit des ressources vitales pour la technologie militaire américaine, notamment pour fabriquer des radars. Enfin, la société américaine USA Rare Earth a récemment annoncé investir dans les Search Minerals, une entreprise minière canadienne, afin d'exploiter conjointement une future mine à Terre-Neuve au Canada. Grâce à ces investissements, les États-Unis devraient produire 16% des terres rares mondiales et réduire leur dépendance chinoise, sur laquelle repose en grande partie la production d'équipements électroniques américains. Toutefois, contrairement à la Chine, les États-Unis ne disposent pas encore d'infrastructures nécessaires à la purification des terres rares. Consommation chinoise forte rime avec envolée du prix des matières premières. À titre d'exemple, en 2020, la Chine a consommé la moitié du cuivre mondial et accru ses importations de 34%. L'ogre chinois multiplie donc les sources d'approvisionnement et les accords commerciaux avec des fournisseurs étrangers. Charbon australien, nickel néo-calédonien, gaz naturel liquéfié avec le Qatar, un contrat à long terme liant l'Émirat et la Chine pendant 27 ans et représentant un achat de 4 millions de tonnes de LNG. Un accord problématique pour l'Europe qui connaît déjà des problèmes d'approvisionnement en LNG à cause de la guerre en Ukraine. Avec cet accord, l'Émirat enverra donc l'essentiel de sa production en Chine aux dépens de l'Europe. Les relations commerciales exécrables entre Chine et États-Unis impactent le marché des matières premières. Une situation délicate pour l'Union européenne qui dépend beaucoup de la Chine pour se fournir certains matériaux comme le cobalt et le lithium.
En 2020, soit avant le conflit ukrainien, l'Union européenne avait déjà un taux de dépendance énergétique moyen de 57,5% vis-à-vis de pays hors Union européenne. Impactée par le conflit Ukraine-Russie, l'Union européenne prévoit de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles russes d'ici à 2027 et d'augmenter ses capacités dans les énergies renouvelables, notamment avec un plan d'action baptisé REPowerEU. Ce plan prévoit notamment de doubler sa capacité en énergie solaire dans les prochaines années. L'Union européenne a également signé un accord avec les États-Unis en mars 2022 qui lui fourniront 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié afin de réduire les importations de gaz russe. Les exportations de pétrole brut des États-Unis vers l'Europe ont progressé de 52% sur les 9 premiers mois de 2022. Les exportations de gaz naturel liquéfié ont, elles, flambé de 171%. L'Europe dépend aussi à 60% de l'exploitation des terres rares chinoises. Et sans terres rares, adieu éoliennes et continent décarboné. Non seulement la Chine abreuve le monde de métaux nécessaires à la transition énergétique, mais elle raffine aussi 80% de l'offre mondiale des métaux présents dans les batteries pour véhicules électriques, dont l'Europe est de plus en plus friande. En clair, l'Europe est contrainte de jouer à l'équilibriste dans ses relations avec les États-Unis et la Chine afin de ne froisser aucune des deux superpuissances dont elle dépend fortement. Mais n'est-on jamais aussi bien servi que par soi-même? La prospection de terres rares sur le territoire de l'Union européenne est plus que jamais au goût du jour, avec notamment la découverte d'un gisement géant à Kiruna, en Suède. Plus d'1 million de tonnes d'oxyde de terres rares. L'Union européenne pourrait ainsi gagner son indépendance envers la Chine. Avec toutefois un bémol, l'exploitation de Kiruna ne pourrait pas démarrer avant 10 ans au minimum. Et si cette guerre commerciale opposant États-Unis et Chine n'était qu'une mise en bouche, avec un plat de résistance très épicé? Les violations des droits de l'homme, la politique agressive de la Chine dans la mer éponyme, les conflits frontaliers Inde-Chine dans l'Himalaya inquiètent déjà les États-Unis. Il existe également des tensions à propos du conflit ukrainien. Lors de la dernière conférence annuelle de Munich sur la sécurité, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a mis en garde son homologue chinois Wang Yi contre les conséquences d'un soutien matériel et militaire de la Chine à la Russie ou d'une aide à la Russie pour contourner les sanctions économiques mises en place par les alliés de l'Ukraine. À Munich, la Chine a réitéré sa volonté de mettre fin au conflit ukrainien. Mais en janvier, Pékin sortait de sa neutralité vis-à-vis du conflit ukrainien et accusait Washington d'être à l'origine de la crise en Ukraine en raison de sa livraison d'armes lourdes à Kiev. Wang Yi évoque désormais un partenariat avec Moscou. La Chine semble de surcroît désinhibée face aux foudres américaines, allant même jusqu'à envoyer un ballon espionner des infrastructures sur le sol américain. Les États-Unis ne se sont pas dégonflés pour autant et ont abattu ce ballon espion. Malgré les protestations de Pékin, jurant de n'y être pour rien, Washington n'est bien évidemment pas dupe. Mais c'est évidemment le conflit larvé autour de l'île de Taïwan qui reste le plus à même d'embraser la situation entre ces deux superpuissances. Si la politique d'une seule Chine est admise par tous les États membres de l'ONU, cela n'empêche pas les États-Unis d'entretenir de bonnes relations avec Taïwan et d'exercer leur protectorat sur cette île. Ce qui provoque l'ire de Pékin, particulièrement depuis que Xi Jinping préside aux destinées chinoises et souhaite rattacher Taïwan à la Chine le plus vite possible. La Chine modernise donc son armée au pas de charge, préparant l'invasion de l'île, ce qui incite Taïwan à renforcer sa défense. Tout n'est donc pas rose dans le détroit de Formose, à tel point que plusieurs experts militaires redoutent un conflit armé imminent entre la Chine et les États-Unis. Joe Biden a prévenu qu'en cas de tentative d'annexion de Taïwan par la Chine, les États-Unis défendraient l'île. S'il advenait, ce conflit militaire pourrait avoir des conséquences encore plus désastreuses qu'on ne l'imagine sur l'économie mondiale. Car savez-vous où l'on fabrique la plupart des puces et des semi-conducteurs? Des matériaux isolants essentiels à la fabrication de composants électroniques? À Taïwan, notamment son champion local TSMC. Partie intégrante de notre vie, on les retrouve aussi bien dans nos téléphones que dans nos machines à laver ou encore nos automobiles. Ils sont également vitaux pour s'assurer une supériorité militaire. Par conséquent, si la production et l'approvisionnement en semi-conducteurs déraillaient, des pans entiers de l'économie mondiale seraient fortement affectés. Une raison essentielle pour les États-Unis de défendre Taïwan et un motif pour la Chine de la réintégrer dans son territoire. Elle mettrait la main sur ses usines de semi-conducteurs, une histoire que nous vous avions racontée dans cette vidéo. Cette crainte a d'ailleurs poussé de grands hedge funds américains à vendre leurs actions TSMC, après Berkshire, géré par Warren Buffett. C'est plus récemment le fonds d'Al Gore qui s'est débarrassé des actions de TSMC en raison des craintes d'une attaque chinoise contre Taïwan. Par conséquent, Washington accélère son indépendance technologique en produisant davantage de semi-conducteurs sur le territoire américain, dont la production représente actuellement 12% de la production mondiale. Une volonté matérialisée par le Chips and Science Act, un plan d'investissement de 52 milliards de dollars. En outre, les États-Unis ont mis en place un crédit d'impôt de 24 milliards de dollars au bénéfice des usines de fabrication de puces américaines, à condition que ces entreprises n'investissent pas en Chine. Objectif, doubler la production de semi-conducteurs aux États-Unis à l'horizon 2030.
Enfin, Joe Biden a déclaré illégale l'exportation vers la Chine de 4 technologies et de 2 matériaux de base, diamants et oxyde de gallium, nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs. Raison supplémentaire pour la Chine de s'approprier Taïwan puisque l'Empire du Milieu représente 25% de la consommation mondiale de semi-conducteurs. Pas folle, Pékin va également investir 136 milliards d'euros dans un programme de soutien national au secteur des semi-conducteurs. Le but, contrer les restrictions des exportations de semi-conducteurs imposées par les États-Unis en octobre 2022 et l'ajout de 28 entreprises chinoises à l'Entity List. Le plan Made in China 2025 traduit la volonté de Pékin de devenir autosuffisante dans 10 secteurs stratégiques, notamment de fabriquer sur le sol chinois dès 2025 70% des semi-conducteurs dont le pays a besoin, et ainsi ne plus dépendre des États-Unis pour la fabrication de composants électroniques, puisque la Chine n'a désormais pas le droit d'utiliser les technologies américaines. Si ce que vous venez de voir vous a plu, n'hésitez pas à partager et à cliquer sur j'aime. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ou venez en discuter avec la communauté directement sur nos autres réseaux. Toutes nos sources sont dans le descriptif, alors on vous y attend. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Money Radar, on vous dit à très bientôt.